Avril 1912 a été marqué par l'une des plus terribles tragédies de l'histoire du monde. Un paquebot de légende conçu pour être insubmersible à la pointe de l'ingénierie de son temps, l'énorme Titanic a coulé. Par cette nuit sombre et sans lune, le navire a manqué plusieurs occasions de pouvoir sauver ses passagers. Un autre bateau qui naviguait à quelques kilomètres de là aurait pu lui porter secours, ce qui n'a pas été le cas. Il ne s'agit pourtant pas d'un navire fantôme, pas plus qu'une légende ou une simple théorie. C'est une réalité documentée, mentionnée dans les archives et dans les déclarations de témoins qui la confirment. Alors pourquoi n'est-il pas venu en aide aux géants en détresse? Découvrons ce qui s'est passé cette nuit-là en examinant ces événements de 3 points de vue différents. Commençons par celui du principal intéressé, le Titanic. 23h30. La lune est voilée de nuages noirs. La visibilité est mauvaise. Tout est calme à bord. Sous la direction du capitaine, l'opérateur de communication reste en contact avec le continent par radio. À ce moment-là, un inconnu s'introduit sur la fréquence interrompant la communication de l'opérateur. On ne sait pas très bien ce que veut cet homme étrange et de quoi il parle. L'opérateur n'essaye pas de le comprendre. Il crie sur cet homme en lui demandant de se déconnecter. La connexion est interrompue. À 23h40, le Titanic s'écrase latéralement contre un iceberg. La glace brise la coque. L'eau commence à inonder les ponts inférieurs. Personne ne panique encore. 20 minutes plus tard, à minuit, l'équipage envoie un signal de détresse par radio. Peu de gens comprennent à quel point la situation est grave. Après 20 minutes, à minuit 20, on commence à descendre des canaux de sauvetage avec des passagers. À minuit 25, ils reçoivent une réponse au signal de détresse. C'est le RMS Carpathia. Leur capitaine rapporte qu'il navigue déjà à vitesse maximale vers le Titanic. Malheureusement, il se trouve à près de 93 km du site de l'accident, ce qui signifie qu'ils n'arriveront pas avant 4 heures. À minuit 45, l'équipage du Titanic lance des fusées de signalement. Ces fusées se trouvent être l'une des causes principales du destin terrible qui attend une partie des passagers à bord. Mais nous y reviendrons. 90 minutes plus tard, le pont du Titanic se brise et le paquebot plonge sous l'eau. À 4h10, le Carpathia arrive enfin à l'endroit du naufrage. L'équipage mettra tout en œuvre pour sauver les survivants. Ils récupèrent 705 personnes à leur bord. C'est là qu'un autre navire apparaît. Il s'agit du SS Californian. Le Carpathia vogue vers la côte de New York, rempli de ses rescapés. Pendant ce temps, le Californian reste sur place dans l'espoir de trouver d'autres survivants au milieu des débris. Sans succès, ce navire n'était qu'à quelques kilomètres de là, alors que le Titanic s'enfonçait dans les eaux glacées. Le Californian aurait pu sauver des vies, mais il en fut autrement. Son capitaine, Stanley Lord, aurait donc commis l'un des actes les plus intolérables qui puissent exister aux yeux d'un marin. Il n'a pas porté secours à un navire en perdition. Lorsque le monde entier l'a découvert, le capitaine Lord a été la cible de la haine populaire. Les charges à son encontre n'ont pas pu être retenues et il n'a pas été condamné lors du procès qui a suivi la catastrophe. Toutefois, sa carrière a été définitivement ruinée car aucune compagnie maritime n'a voulu l'embaucher après les faits. Malgré cela, il n'a jamais avoué sa responsabilité et cela jusqu'à sa mort. Peu de temps avant son décès, il a d'ailleurs expressément clamé son innocence. S'il dit vrai, alors que s'est-il passé? Allons voir du côté du Californian. C'est la nuit du 14 avril. Le Californian navigue dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Le navire entre dans une zone où il y a de nombreux icebergs. À 22h10, le capitaine Lord décide de mettre son vaisseau à l'arrêt. Il est trop dangereux de se déplacer dans cette zone car en cas d'impact, la coque risque d'être endommagée. À 23h, le Californian commence à dériver. Se déplacer dans de telles conditions est extrêmement difficile, surtout avec une si mauvaise visibilité. Le capitaine sait que le Titanic doit passer par là. Il ordonne donc à l'opérateur radio d'avertir le navire du danger. L'opérateur radio, dénommé Evans, allume l'émetteur et essaie de contacter le Titanic. Au bout d'environ 30 minutes, la connexion est enfin établie. À ce moment-là, l'opérateur radio du Titanic est en communication avec le continent. Evans interrompt la conversation et essaye d'avertir le Titanic du danger qu'il court. L'opérateur ne comprend rien à ce que dit Evans et s'agace de son irruption intempestive sur le canal radio. Il se met en colère, crie sur Evans et finit par couper la connexion. Lassé, Evans éteint l'émetteur et informe ses supérieurs de l'incident. La façon dont le capitaine a réagi à cette nouvelle reste un mystère. Il a probablement pensé que le Titanic était au courant du danger. Il laisse Evans aller se coucher. Si Evans n'avait pas éteint la radio et était resté éveillé 1 heure de plus, il aurait entendu le signal de détresse provenant du Titanic.
Difficile pourtant de le blâmer dans ces circonstances. En effet, il n'a aucune raison officielle à ce stade de ne pas quitter son poste. Il est épuisé et ne pouvant pas lutter contre la somnolence, il va se coucher. Le Titanic, pendant ce temps, commence à couler. Son capitaine envoie un signal de détresse. L'opérateur à bord du Carpathia le capte, mais pas le Californian dont le récepteur est coupé. Le capitaine Lord n'arrive pas à dormir. Il sent que quelque chose ne va pas. Le Titanic est en train de s'enfoncer dans l'eau et cela va très vite. Le capitaine donne l'ordre de lancer les fusées, erreur qui s'avérera fatale. Les feux d'avertissement lancés ne sont pas rouges. Pour une raison quelconque, l'équipage a oublié de charger les fusées rouges. Le ciel s'est donc illuminé d'une lumière blanche éclatante. Cependant, pour signifier une situation de détresse, le protocole stipule qu'il faut utiliser des feux de couleur rouge. Le capitaine Lord voit ces lumières mais ne les perçoit pas comme un appel à l'aide. Il ne lui vient même pas à l'idée que ces fusées rouges que l'on trouve sur tous les bateaux pourraient venir à manquer à bord d'un navire tel que le Titanic. Et pourtant, c'est bien le cas. Le capitaine Lord pense que le Titanic s'éloigne. Il y a peut-être une raison inconnue derrière ces lumières blanches, mais il ne le sait pas vraiment. Le capitaine Lord n'a donc aucune idée que le Titanic est en train de couler. Il décide quand même de contacter le navire, mais cette fois pas par radio. Le capitaine Lord ne réveille pas l'opérateur et envoie un signal au Titanic par le biais d'une lampe de signalisation. Il est important de comprendre que de nombreux marins de la vieille école ne prenaient pas la communication radio au sérieux. Ils ne saisissaient pas la valeur de cette technologie. C'est pourquoi le capitaine Lord ne réveille pas Evans. Il envoie des signaux lumineux mais le Titanic ne répond pas. De nombreux survivants ont mentionné plus tard avoir vu les flashs de lumière en question, mais ils n'ont rien pu faire sur le moment. L'équipage du Californian n'entend pas leurs appels à l'aide. À 2h20, le Titanic s'enfonce complètement sous l'eau. Environ 2 heures plus tard, l'opérateur radio Evans se réveille et allume le récepteur. Il entend de nombreux sauveteurs parler du navire englouti. Evans comprend tout de suite ce qu'il se passe et en fait part au capitaine. Le Californian se dirige immédiatement vers le site de l'accident. Ils y trouvent le Carpathia, avec les survivants à son bord, qui se met en route vers New York. Le Californian continue à chercher des gens à qui porter secours, mais en vain. Le Californian retourne sur le continent. La nouvelle concernant le navire qui aurait pu sauver le Titanic se répand dans tout le pays et le procès commence. Le capitaine Stanley Lord et l'équipage racontent leur version des faits. Ils disent que leur navire s'était immobilisé. Beaucoup de gens ne les croient pas et certains des passagers survivants affirment même avoir vu le Californian passer. Malgré tout, le juge les déclare innocents. 1962, le capitaine Stanley Lord est un homme très âgé. Il appelle un notaire pour faire une confession officielle dans laquelle il jure qu'il n'est pas coupable. Et si ce n'était pas le Californian qui était passé près du Titanic à ce moment-là? C'est là que la théorie du Samson entre en jeu. Ce navire de chasse navigue dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. L'équipage ne dort pas. Ses membres étudient attentivement les environs, non par peur des icebergs, mais bien parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de croiser les gardes-côtes américains. L'équipage du navire Samson chasse des phoques, ce qui est illégal. À minuit 45, le capitaine du Samson voit des fusées de signalisation blanches. L'équipe est sûre qu'il s'agit des gardes-côtes. Ils éteignent alors leur lumière et s'éloignent. Il fait nuit noire et ils ne remarquent pas le Titanic qui coule. Une fois revenus sur la côte de l'Islande, ils entendent parler de la catastrophe. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont abandonné des gens à la noyade. Le neveu d'un des membres de l'équipage du Samson lit cette histoire dans le journal de bord de son oncle et demande la permission de publier ses écrits. Tout le monde réalise que le capitaine Lord n'était effectivement pas coupable. Malheureusement, il n'a pas vécu pour voir la vérité triompher. En fait, il reste difficile de désigner un véritable coupable dans cette histoire. Le navire se trouvait à proximité du Titanic. Leurs capitaines étaient des hommes compétents. Ils auraient pu aider à sauver tous les passagers. Le problème est qu'ils n'ont pas pu réaliser à temps le drame qui se jouait en cette nuit sombre. Quelqu'un avait oublié les fusées rouges et ce qui semblait être un tout petit détail apparemment insignifiant a finalement eu des conséquences énormes dans cette tragédie. Autrefois un géant célèbre, c'était le plus grand navire de son époque. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 grands morceaux gisant au fond de l'océan, à environ 600 mètres l'un de l'autre.
déchirée par la collision catastrophique et usée par le temps. La poupe du Titanic a été complètement détruite après avoir heurté le fond de l'océan. Mais on peut encore reconnaître la proue car de nombreux intérieurs ont été préservés. On trouve un type particulier de bactéries sur les rusticités du navire. Une rusticité est une formation brunâtre de rouille qui se forme sous l'eau lorsque le fer forgé dont est fait le navire s'oxyde. Cela signifie que les bactéries mangent petit à petit le fer de la coque du Titanic. Et il semble qu'elles auront terminé leur repas d'ici 2030, si bien que l'épave disparaîtra à jamais plus tôt que prévu. On pourrait croire qu'il serait plus facile de sortir l'épave de l'eau pour pouvoir la conserver, mais elle tomberait en miettes si on essayait de le faire. Cela fait plus de 110 ans qu'elle est sous l'eau, et elle est tellement rouillée qu'on ne pourrait pas en reconstruire les morceaux, même si on parvenait à les sortir des profondeurs de l'océan. À ton avis, parmi les 700 personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic, y en a-t-il qui ont entendu le Titanic heurter le fond de l'océan ? Après tout, le plus grand navire jamais construit jusqu'alors a littéralement sombré sous leurs yeux. Il se trouve que le son n'a probablement pas voyagé de l'eau à l'air. On n'entend pas très bien dans l'eau car notre corps n'est pas conçu pour percevoir les sons dans un tel environnement. Et bien que les passagers aient été proches du lieu du naufrage, le Titanic a tout de même touché le fond à une grande profondeur, 3800 mètres. Il y a beaucoup de glissements de terrain et de tremblements de terre sous-marins que nous ne pouvons même pas entendre. Et pourtant, ils font beaucoup plus de bruit qu'un simple navire qui s'écrase au fond de l'océan. La plupart des vibrations et des sons ont dû se disperser sur une vaste zone. En outre, le souffle de l'eau, dont beaucoup pensent qu'il a frappé le Titanic après qu'il a touché le fond de l'océan, a dû repousser la majorité des vibrations acoustiques potentielles. Et puis, le fond de l'océan n'est pas d'une dureté telle qu'il puisse produire des sons aussi forts. De nombreux survivants ont affirmé avoir entendu des bruits terrifiants au moment où le Titanic se brisait, mais aucun n'a mentionné avoir entendu quoi que ce soit après que le navire a disparu sous la surface de l'eau. Certains survivants ont raconté le chaos qui régnait lorsque les passagers, principalement des femmes et des enfants, montaient dans les canots de sauvetage. Il n'y avait pas assez de canots, et certains n'étaient même pas remplis à pleine capacité. Personne ne savait comment réagir correctement dans une telle situation. L'exercice d'embarcation de sauvetage avait été prévu pour le matin précédant la collision du Titanic avec l'iceberg, mais pour une raison inconnue, il a été annulé. Un paquebot géant que tout le monde croit insubmersible traverse l'océan. En chemin, il heurte un iceberg et coule. On connaît tous l'histoire. Mais ce qui est effrayant, c'est que c'est aussi l'intrigue de l'épave du Titan, un roman publié en 1898, 14 ans avant que le Titanic ne coule ou même qu'il ne soit construit. Dans le roman, le Titan, dont le nom est d'une justesse effrayante, n'avait pas assez de gilets de sauvetage, de vestes et de canots pour tous les passagers à bord. C'était aussi le plus grand navire de l'époque, d'une taille presque identique à celle du Titanic. Le Titan et le Titanic ont tous deux coulé en avril. Dorothy Gibson était une actrice américaine de films muets et l'une des passagères du Titanic. Elle a survécu à la catastrophe. Dès son arrivée à New York, elle a commencé à tourner « Sauvée du Titanic ». Le film est sorti 1 mois seulement après le naufrage du navire. Dorothy portait même les mêmes chaussures et vêtements que ceux qu'elle avait portés lorsqu'elle était sur le bateau. Le film a eu du succès, mais la pellicule a été détruite dans un incendie et il n'existe plus que dans les mémoires, comme Jack Dawson. Le Titanic n'était pas seul à voguer dans l'océan froid près de l'iceberg qui l'a heurté. Le SS Californian était relativement proche, mais sa radio était éteinte cette nuit-là. À un moment donné, les membres de l'équipage ont remarqué de mystérieuses lumières dans le ciel. Ils sont tout de suite allés réveiller leur capitaine pour le prévenir, mais celui-ci n'a donné aucun ordre. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un simple feu d'artifice. Ils n'ont pas réalisé qu'il s'agissait en fait d'un appel à l'aide. Les fusées éclairantes que les membres de l'équipage du Titanic avaient lancées dans le ciel, espérant que quelqu'un les remarquerait. Lorsque le SS Californian a reçu les messages SOS, il était déjà trop tard. Selon certains, la pleine lune serait à l'origine de la collision entre l'iceberg et le gigantesque navire. Elle a pu provoquer des marées anormalement fortes qui ont finalement envoyé plusieurs icebergs vers le sud, juste au moment où le Titanic traversait la zone. Oserais-tu goûter le fromage du Titanic ? L'épave est sous la surface de l'océan depuis plus de 100 ans et il a fallu plus de 70 ans pour la trouver.
Entre-temps, la plupart des aliments qui avaient coulé avec le navire se sont bien sûr gâtés. Mais il est possible qu'il en reste encore. Certains aliments sont protégés contre la décomposition, comme par exemple le fromage. Les microbes qui transforment le lait en fromage créent des conditions spéciales pour protéger le produit de la dégradation. De même, plusieurs objets ont survécu au naufrage, comme par exemple cette lettre manuscrite écrite par une mère et sa fille à la grand-mère de cette dernière, dans laquelle elle raconte l'incroyable voyage qu'elles ont fait ensemble. La lettre a été conservée depuis plus de 100 ans et vendue aux enchères. Une paire de gants en coton blanc abîmés a été retrouvée dans l'épave. Les musiciens du Titanic ont joué jusqu'au dernier moment. Des partitions et un vieux violon ont été retrouvés dans l'épave. De même que la cloche que l'un des membres de l'équipage a fait sonner 3 fois pour avertir qu'un iceberg était très proche. Ou encore une montre à gousset qui s'est arrêtée à 1h45, heure à laquelle le navire a sombré dans l'eau. Une seule personne aurait peut-être pu changer le destin du Titanic. David Blair était un homme plutôt chanceux. Il était censé prendre la place du second officier du Titanic, mais il a été retiré de l'équipage au dernier moment, ce qui lui a sauvé la vie. C'était une grande chance pour lui, mais quelque chose est venu troubler sa joie. Et s'il était la seule personne qui aurait pu faire quelque chose pour sauver le navire et les passagers? À l'époque, les navires ne disposaient pas d'une technologie aussi sophistiquée qu'aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas voir une menace à l'horizon. Les jumelles étaient très utiles, mais les membres de l'équipage du Titanic n'avaient pas accès à la pièce où elles étaient conservées. David Blair était le responsable des clés. Il a quitté le navire précipitamment et a oublié de rendre les clés qui se trouvaient dans sa poche. Peut-être que si les membres de l'équipage avaient eu accès aux jumelles, ils auraient vu l'iceberg à temps et auraient eu le temps de changer de cap. Il est possible que l'iceberg géant qui a envoyé le Titanic au fond de l'océan ait été constitué de neige tombée dans le sud-ouest du Groenland. Les scientifiques ont même utilisé un modèle informatique pour calculer les trajectoires de l'iceberg au cours d'une année donnée en tenant compte des courants océaniques et des relevés météorologiques de l'année en question. Il est possible que l'iceberg ait mesuré 520 mètres de long et pesé environ 75 tonnes. Lorsqu'il est entré en collision avec le Titanic, il ne pesait plus que 1,5 tonnes. Violette Constance Jessop a été surnommée Miss Insubmersible. Elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle a rejoint l'équipage du Titanic en tant qu'hôtesse. Lors de la nuit tragique où le navire a heurté l'iceberg, elle était couchée dans son lit. Dès qu'elle a entendu que quelque chose se passait, elle s'est habillée et s'est rapidement rendue sur le pont. Violette a aidé les passagers à monter dans les canots de sauvetage. 4 ans plus tard, elle était sur le Britannic, le navire jumeau du Titanic. Une fois de plus, le navire commence à couler. Non seulement la femme a survécu à un nouvel accident, mais elle a également aidé d'autres personnes à s'échapper du navire avant qu'il ne disparaisse sous la surface.